Merci Fausto. Du coup, je vous propose de démarrer sans plus attendre avec une première intervention. Donc, cette première intervention, on la surnomme souvent la successrice de Nabil et Rajou en Europe. J'ai le plaisir d'accueillir donc Anne-Sophie Pierre qui va démarrer cette petite intervention avec peut-être Anne-Sophie, si tu le veux bien, une définition aussi de ce qu'est l'innovation frugale pour accompagner les moins connaisseurs sur le sujet. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Pierre. Merci pour l'intro, Pierre. L'innovation frugale, si Fausto, du coup, tu peux passer au slide d'après. Pour définir en quelques mots ce que c'est une démarche d'innovation qui consiste à faire mieux avec moins pour plus de personnes. Pierre parlait dans l'intro de Navi Raju. Navi Raju, c'est un franco-indien et c'est lui, en fait, qui a démocratisé cette démarche d'innovation en tant que telle, en s'inspirant de là où il était né, c'est-à-dire en Inde, où avec peu de choses, on est obligé d'affronter la réalité et d'innover, quoi, quelque part. Donc cette démarche d'innovation, elle peut être utilisée dans plein de domaines différents, que ce soit dans la conception de produits, au process, au service, et même elle peut être appliquée à des business models entiers. Donc voilà, très rapidement sur ce qu'est l'innovation frugale. Et puis, dans la présentation qui vient, je vais un petit peu plus détailler. Voilà, donc l'innovation frugale, elle peut être aussi associée à plein d'autres notions, less is more, l'économie bleue, et puis Jugad, donc ça c'est vraiment le terme un petit peu indien à l'origine de cette démarche d'innovation, l'éco-frugalité, parce que l'innovation frugale permet aussi très souvent de baisser l'impact environnemental des process ou des produits conçus de cette manière. On appelle ça aussi parfois de l'innovation inversée, parce qu'à partir de quelque chose de très simple, presque archaïque, pour en faire une innovation qu'on puisse dupliquer, là on fait de l'innovation inversée. Voilà pour la présentation. Et pour me présenter moi, rapidement, donc, je travaille chez Decathlon, je suis référente donc, sur cette thématique d'innovation frugale. Et puis, comme ce qui vous a été présenté, chez Cactus, j'aide les entreprises à implanter cette démarche d'innovation frugale. Voilà. Donc, par rapport au webinaire d'aujourd'hui, ouais, si tu peux passer sur le slide après, s'il te plaît. Concernant l'accès aux soins, l'accès à la santé dans un terme plus général, l'accès à la santé, c'est un ensemble de plusieurs maillons. Et dans un contexte de crise sanitaire, tous ces maillons sont fragilisés, se tendent, ou alors dans des contextes de pays émergents, l'accès est parfois difficile, par exemple l'accès à l'eau potable, ou bien la distance pour aller à l'hôpital, entre son habitation et l'hôpital, ou bien, comme on le voit en ce moment, avec des équipements médicaux, ou le dernier point, le dépistage, la prévention, la recherche, l'accès aux médicaments. Donc l'innovation frugale, elle est largement utilisée dans ce domaine de la santé, où on voit qu'il y a des critères vitaux qui sont en jeu. Voilà. Je vais vous détailler maintenant plusieurs exemples, donc 3 exemples. Mais avant de détailler ces exemples, je vais revenir sur le sens de l'innovation frugale. Donc l'innovation frugale, c'est faire mieux dans le sens améliorer les usages, apporter plus de valeur aux solutions. Faire mieux aussi, ça peut être réduire son impact environnemental. Avec moins, c'est aussi avec moins de ressources, avec des énergies qui soient plus sobres aussi, et pour plus de personnes. C'est vraiment le cœur du sujet. Là, on est concentré sur les personnes, sur l'humain, et c'est presque ambitieux, mais c'est de se dire de rendre accessible quelque chose à ces personnes qui étaient inaccessibles jusqu'alors. Donc vous voyez bien que dans le domaine de la santé, ça prend tout son sens. Donc on va rentrer maintenant dans le détail de ces 3 exemples. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux passer au premier slide? Le premier exemple, c'est une couveuse low-tech, donc cette étrange sac de couchage, c'est bien une couveuse. Cette couveuse, elle s'appelle Embrace, et c'était un exemple indien. Est-ce que tu peux passer le slide, Fausto, s'il te plaît?
c'est né il y a plusieurs années maintenant, face à la prématurité en fait des naissances. Et il se trouve qu'en Inde, c'était encore plus prégnant que dans d'autres pays, parce que l'accès aux couveuses est compliqué en termes d'accessibilité prix, et puis tout simplement aussi parce que les maternités, dans certains villages d'Inde, il faut plus de 4 heures pour se rendre à la maternité. Donc du coup, une petite entreprise a développé ce sac de couchage tout simplement en prenant en compte le point limitant, le point le plus dangereux pour ces enfants qui sont très grands prématurés. Donc très grands prématurés, c'est des enfants qui sont nés à moins de 7 mois de grossesse. Et ces enfants, bien sûr, ont besoin de beaucoup de soins, mais avant tout, ils ont besoin de régler eux-mêmes leur température. Donc cette petite entreprise, en fait, s'est concentrée sur uniquement cette partie-là, garder au chaud, en développant ce sac de couchage qui les maintient au chaud, mais en rendant ce chauffage, si j'ose dire, un peu actif, avec j'espère que vous voyez bien sur l'image au milieu, là, le système. C'est une poche composée dans l'eau chaude ou à la vapeur, fond, et permet de maintenir l'enfant à 37 degrés pendant plusieurs heures. Voilà. Donc là-dessus, sur les principaux points qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont parti du besoin, ils ont ciblé ce qui était vital pour l'enfant, c'est-à-dire rester au chaud. Et en faisant ça, on voit que la solution, on ne parle même plus de prix, mais elle fait le job. Voilà pour cet exemple. Maintenant, on va passer à un deuxième exemple. Donc, j'ai choisi des exemples, 3 exemples de produits. C'est un parti pris, le webinaire est court, voilà, mais je suis à votre dispo après pour avoir d'autres exemples, pour échanger avec vous sur d'autres exemples. Donc, ce deuxième exemple, il vient du Cameroun, il s'appelle Cardiopad. Et vous allez voir, c'est une tablette qui permet de dépister, de prévenir en fait les maladies cardiovasculaires. Alors du coup, si on peut rentrer dans l'exemple, Fausto. Donc c'est un élève ingénieur qui avait fait son stage en fait dans un hôpital au Cameroun, camerounais. Et puis un cardiologue lui a expliqué tous les problèmes liés aux maladies cardiovasculaires. Donc les maladies cardiovasculaires au Cameroun, c'est entre 25% et 30% de la mortalité. C'est la première cause de cécité et c'est aussi la première cause d'amputation. Et puis l'autre constat aussi, c'est que pour à peu près 24 millions d'habitants, il y a moins de 100 cardiologues. Donc autant dire que pour passer un examen et se faire dépister, c'est très compliqué. Donc du coup, cet élève ingénieur, il a travaillé avec le cardiologue pour corréler en fait les signaux du cœur avec un algorithme qu'il a codé dans un logiciel. Et il a sorti ça sur cette tablette. Donc en fait, les patients, comme vous le voyez sur le petit schéma, on leur place des électrodes. Ces électrodes résonnent et envoient le signal au logiciel de la tablette. Et ensuite, les cardiologues peuvent facilement consulter en fait ces données et après envoyer un diagnostic. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que des fois, on dit que l'innovation frugale, c'est de la low-tech, mais là, c'est quand même c'est un mix entre tech et high-tech finalement. Et il s'est concentré en fait pas sur la partie guérir, mais plutôt sur la partie prévenir. Voilà pour le deuxième exemple. Maintenant, le dernier exemple. Alors, chez Decathlon, on connaît tous bien ce produit, qui est un masque de snorkeling. Mais on n'aurait jamais pensé qu'il aurait été utilisé comme ça. Donc, vous connaissez peut-être bien cet exemple qui est le respirateur frugal. Donc, c'est les Italiens qui ont eu l'idée en fait d'utiliser et de détourner ce masque. Peut-être qu'on peut passer à l'autre slide pour rentrer un petit peu plus dans le détail de cet exemple, Fausto. Voilà. Donc, vous connaissez le contexte de la pandémie et du Covid. Donc, ils ont utilisé un objet existant, le masque de snorkeling, qui isole la respiration du nez et de la bouche, pour simplement, entre guillemets, je dis bien simplement, fabriquer et ajuster à ce masque une pièce imprimée en 3D.
Donc, ça a été très très vite. Il y a eu aussi une très grande collaboration entre plusieurs entreprises, BIC et Decathlon, pour les moules, pour les pièces, pour fabriquer aussi ces impressions en 3D. Et là, là où on peut retenir un enseignement de cet exemple, c'est le côté hacking, c'est-à-dire détournement, prendre quelque chose qui existe déjà pour l'utiliser selon ses propres besoins et à des propriétés intéressantes. Et puis aussi le côté open source. Voilà. Pour résumer en fait ces trois exemples, sur l'innovation frugale, il y a trois leviers en fait qui reviennent très souvent dans une démarche d'innovation frugale. La première, c'est concevoir de la manière la plus essentielle possible, la plus simple possible, en se concentrant sur une seule fonction et en y répondant le mieux possible, le plus efficacement possible. Et voilà, c'est vraiment prioriser sur une fonction et essentialiser à fond. Le deuxième levier qui peut être utilisé, c'est les low technologies. Donc low technologie, low tech, ça veut dire des technologies qui sont sobres en énergie, qui sont très simples. Peut-être qu'on peut bricoler avec ce qu'on a. Par contre, si on est dans une démarche de les vendre, bien sûr, il faudra les dupliquer de manière industrielle. Mais penser au low tech, ça peut vraiment être un levier intéressant. Et le dernier point, donc ça va être abordé aussi par David dans la partie pour Orthopus, c'est le hacking local, c'est-à-dire détourner ce qui existe déjà et localement ce qui existe déjà. Donc la question peut-être à se poser, c'est quelles sont les ressources disponibles, abondantes et peut-être quasi gratuites qu'on peut utiliser, détourner pour concevoir de manière frugale. Donc voilà pour les leviers. Et puis en termes de conclusion, peut-être que ces exemples peuvent vous paraître simples, mais il faut savoir que l'innovation frugale, c'est un peu comme la créativité. La frugalité, c'est un peu comme un muscle. Donc il faut l'entraîner. Et même dans votre domaine d'activité professionnelle, voire personnelle, vous avez peut-être déjà des exemples comme ça. Donc voilà, c'est intéressant de les lister et puis de se dire comment on peut les rendre plus systématiques. Voilà, je laisserai Pierre driver un peu les questions. Ouais, merci beaucoup Anso donc, pour ton intervention, pour ces trois exemples aussi donc, que tu as pu nous exprimer. Je vous rappelle le lien qui est toujours dans le chat box. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez liker éventuellement et on posera donc ces questions peut-être après l'intervention de David juste après. Donc sans plus attendre, je vous propose d'accueillir donc on l'appelle le roboticien qui voulait réparer les hommes, donc David Goyer pour Orthopus. Eh bien, bonjour, merci pour cette introduction, Pierre. J'espère que vous m'entendez bien. Super, bah, tant mieux. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui d'Orthopus, donc du coup qui a cette pitchline qui est démocratiser les solutions pour le handicap moteur. Et donc je m'appelle David Goyer. Je vais commencer par vous parler un peu de mon parcours. Donc du coup moi j'ai un doctorat en robotique et en fait ce doctorat je l'ai passé sur le robot Nao, sur la conception du robot et donc sur toute la gestion des mouvements sur le robot, donc de la conception des moteurs jusqu'à la locomotion, la gestion de la chute. Donc c'est vraiment ma spécialité, le mouvement. Et après 12 années passées dans cette entreprise, du coup j'avais besoin de retrouver du sens dans mon métier, dans ce que je faisais. Donc j'appelais ça la robotique éthique. Et c'est un peu le point de départ de la société Orthopus. Donc si on peut aller sur le slide. Donc aujourd'hui, donc Orthopus s'est créé en novembre 2018, donc il n'y a pas très longtemps. C'est une entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise, elle conçoit et commercialise des dispositifs médicaux et on est spécialisé sur le handicap moteur. Et on se définit comme une entreprise à impact, c'est-à-dire qu'on est engagé dans l'économie sociale et solidaire et on est reconnu pour ça puisqu'on a l'agrément ESUS depuis septembre 2019. Donc aujourd'hui, dans l'entreprise, on développe deux gammes de produits. Donc le premier, c'est les prothèses de membres supérieurs. Donc c'est suite à une amputation. Si tu peux montrer Fausto le premier. Donc c'est une amputation. On est focalisé pour l'instant sur le membre supérieur, sur les amputations du membre supérieur.
Et le deuxième gamme de produits, du coup, c'est plutôt c'est des supports, des sortes d'exosquelettes, des supports de bras pour les personnes en fauteuil roulant, donc type avec des maladies dégénératrices, type myopathie. Donc voilà. Alors la problématique en fait, quand Orthopus a commencé, c'est la suivante, c'est dans le monde, en fait, si on parle des personnes amputées, c'est 40 millions de personnes amputées, 8 du membre supérieur. Et si on peut aller sur le slide suivant, Fausto, excuse-moi. Et du coup, le constat, c'est qu'en fait, il y a 9 personnes sur 10 qui n'ont pas accès aux aides techniques médicales. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est pourquoi. Et ça, on y répond de deux façons. C'est que, un, il y a les systèmes de santé. On vit dans le pays qui a le meilleur au monde, quasiment. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes amputé aujourd'hui, vous avez accès à une prothèse remboursée par la sécurité sociale à hauteur de 100%, avec des taux de renouvellement qui sont tous les 5 ans, par exemple. Et ça, c'est un des rares pays à faire ça au monde. Alors, il y a la Hollande, voilà, point. Et sinon, le problème, c'est que ces prothèses de main, elles sont chères. Donc, des prothèses, il y a plusieurs types. Il y a des prothèses esthétiques, juste pour récupérer un visuel. Il y a des prothèses mécaniques, c'est-à-dire pour récupérer des fonctions de mobilité comme des pinces ou des crochets, et des prothèses robotiques. Et là, une prothèse robotique, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 50 000 euros. Donc c'est le même prix en Inde et en Afrique. Donc voilà, on se rend compte que c'est beaucoup dans les pays en voie de développement que cette problématique se pose d'accès à ces solutions qui existent pourtant pour nous, mais pas pour tout le monde sur la planète. Donc on est parti de ça. Et si on peut aller sur le slide suivant, du coup, voilà notre objectif. C'est vraiment permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux solutions d'aide technique de qualité. Donc c'est le seul objectif qu'on poursuit chez Orthopus. C'est ça qui nous drive un peu tous les jours. Donc pour faire ça, on s'appuie sur 4 piliers. Le premier, et c'est un peu pour ça qu'on est là, c'est l'innovation frugale. Si on peut passer des slides, Fausto. Merci. Le suivant, du coup, c'est l'open source, c'est-à-dire qu'en fait, on va diffuser tous nos plans sur des licences libres. Ensuite, le dernier qui un peu s'inspire de ça, c'est ce qu'on appelait le fair pricing, c'est un peu de pratiquer les prix éthiques, ou en tout cas des prix transparents. Voilà, on va afficher nos marges et on va les vendre. Et le dernier, c'est qu'on est dans un environnement régulé, puisqu'on fait partie, les prothèses ou les assistances robotiques, c'est des dispositifs médicaux au terme de la définition européenne, et donc on doit s'inscrire dans une certification. Donc c'est ça. Ensuite, du coup, aujourd'hui l'équipe c'est 8 personnes, donc un gros pôle de R&D avec un doctorant et puis des ingénieurs, des stagiaires bien sûr, et puis chargé de développement et chargé de communication. Et nos partenaires aujourd'hui, du coup c'est le slide suivant, c'est le premier, c'est le Handicap International. Donc avec eux, on est très content de travailler avec eux. On va faire un test au Népal de nos solutions de prothèses de membre supérieur. Donc c'était prévu en janvier 2020. On verra si ça shift un petit peu. Ensuite, la FM Téléthon pour les assistances robotiques. Donc avec notre proposition d'accessibilité, du coup, ça les intéresse et on travaille avec eux pour la définition des besoins. Et plus localement, à Nantes, parce que oui, je n'ai pas précisé, mais Orthopus, on est basé à Nantes, avec les EAN, qui est un hôpital dédié aux enfants et aux jeunes adultes qui sont en situation de handicap. Donc voilà, alors ça c'est les grandes lignes d'Orthopus, et maintenant je vais rentrer un peu plus dans l'innovation frugale. Donc je vous ai donné la première définition, Anne-Sophie l'a très bien fait. Et nous, je vais vous donner la nôtre. Pour Orthopus, voilà comment on la conçoit aujourd'hui. L'innovation frugale, c'est de rendre accessible ce qui existe déjà. Et donc on retrouve les deux moyens, c'est-à-dire rendre accessible, c'est trouver des moyens de production ou des choses locales pour que ça soit moins cher, c'est ça. Et au lieu de faire une course à la technologie, c'est-à-dire venir rajouter des fonctionnalités sur des prothèses de main myoélectriques, alors c'est complexe, mais on pourrait rajouter des mouvements sur les doigts pour rajouter des prises. Quand il y a 9 personnes sur 10 qui n'ont pas accès dans le monde, du coup, c'est pas la logique d'Orthopus. On va plutôt faire en sorte que ce qui existe depuis 20 ans chez nous, ça soit accessible facilement en Afrique, par exemple. Et l'autre qui s'inscrit un peu avec, pour nous, c'est vraiment l'open source. Donc on est sur la licence la plus libre, hein, elle est juste un côté viral pour ceux qui connaissent. Et avec ça, nous ce qu'on veut, c'est ramener le savoir-faire technologique directement avec les gens. Donc c'est de permettre la réparation locale. Donc c'est un petit peu, au lieu de jeter les produits parce qu'il n'y a pas les notices de réparation, là on va pouvoir le faire. S'adapter, de hacker, c'est-à-dire voilà, en situation de handicap, je ne sais pas si vous êtes familier, mais en gros chaque personne a un handicap et du coup il faudrait presque une prothèse par personne. Et l'amélioration des solutions en continu, puisqu'en partageant, du coup, on a le droit d'avoir le retour
la communauté et puis de s'engager avec eux. Donc si un exemple assez concret, donc là je vais vous parler, c'est sur le slide suivant, c'est un produit en fait, c'est un crochet. Donc c'est un crochet, c'est une prothèse de main, donc c'est un crochet de travail. Donc c'est pas du tout esthétique, hein, vous voyez, c'est vraiment le capitaine crochet. Ça s'appelle le Osmer Hook. Donc c'est un produit qui a été inventé en 1912. Donc il est super bien pour prendre des vis, travailler, vraiment faire du travail manuel. Donc aujourd'hui ce produit on l'achète à 450 € en France. Donc notre objectif c'est de réduire. Donc là j'ai affiché un prix de production, on est en train de travailler dessus, de l'ordre de 45 €. Donc comment on va faire ça? Déjà le premier travail c'est qu'en fait on a travaillé sur la production, donc sur le slide suivant. Donc en fait voilà, on a travaillé sur la technologie, donc on va aller et on est en train de boucler la R&D sur ce sujet, c'est d'aller vers la fonderie de la fusion de métal. Donc c'est quelque chose de très ancestral, hein. L'homme fond du métal depuis longtemps. En Afrique, par exemple, c'est ce qu'ils font pour dupliquer des pièces de moto. Donc là, on voit quelqu'un qui le fait. C'est très ce qu'on appelle do it yourself. Et à côté, nous, comme on est dans un cadre réglementaire, on travaille avec un professionnel à Nantes qui nous fait des moules pour faire de la coulée d'aluminium en métal. Et donc, on va afficher ces plans, distribuer les plans des moules pour permettre aux gens de le faire. Et nous, on va distribuer le produit à côté. Et ça permet de réduire beaucoup les coûts, surtout quand on raisonne sur des marges modérées. Et quand on est soutenu pour faire ça. Donc ça, c'est un exemple concret. Après, aujourd'hui, on voit des exemples, j'avais envie de parler de ça. Alors, c'est un exemple nantais, mais c'est avec la crise qu'on a traversée, on a vu la pénurie de matériel médical, hein, et entre autres les respirateurs. Et on voit qu'en fait, il y a eu une espèce d'intelligence collective. Donc, c'est 50 acteurs, hein, des universités, des makers, des gens qui bidouillent, et qu'on fait un respirateur qui s'appelle le Make Air. Donc c'est un respirateur qui est open source, qui va coûter 1 000 €, qui est en phase de test, hein, de certification. Aujourd'hui, ils passent les tests sur les humains. Et voilà, c'est l'innovation frugale, c'est-à-dire qu'ils ont pas ils ont pris des composants qui existent sur étagère. C'est aussi ça notre définition, c'est-à-dire voilà, on va pas réinventer une pompe pour souffler sur un truc quand ça existe déjà. Et tout ça, c'est en open source. Donc je trouve ça un bon exemple. Ça va aider en France, même si on a quand même des respirateurs. Voilà, mais c'est surtout dans d'autres pays, hein, donc, où voilà, 1 000 € le respirateur, c'est 10 fois moins cher que ce qui existe sur le marché, même s'il y a eu des efforts. Donc je trouvais intéressant de parler de ce sujet-là. Nous, on a essayé de ne pas rester les bras croisés. Pas facile de faire un respirateur quand on est en confinement, mais on a participé. Si on peut voir le slide suivant, c'est juste pour donner un petit exemple. On a fait des visières de protection, voilà, chez Orthopus. Donc en fait, on en a produit 300 aujourd'hui. Alors là, c'est le principe, si vous n'avez pas vu. C'est en fait, on a récupéré des plans qui ont été dessinés par je ne sais pas qui, mais qui étaient très malins, avec des feuilles plastiques devant. Donc ça se porte avec un masque. Et en fait, on a fourni 300 visières à des associations d'aide à domicile qui n'avaient pas accès à des masques. Donc la situation est en train de changer, hein. Ils vont avoir des masques, mais ça les permet de protéger. Ils sont très contents. On leur donne. Et voilà un peu notre vision de santé. Donc si je peux conclure un peu sur ce sujet-là, nous, chez Orthopus, notre vision, donc c'est le dernier slide, si tu veux, Fausto, merci. C'est d'avoir une santé solidaire. On la voit comme ça, on voit bien le besoin aujourd'hui. On trouve que l'intelligence collective, ça marche bien quand même. Et ça peut se permettre avec l'open source quand on partage les technos. Du coup, ça marche bien. Donc c'est une santé libre et ouverte. Et on a mis frugalement innovante et créative, ce qu'Anne-Sophie le rappelait. C'est pas toujours évident. Ça fait joli comme mot, innovation frugale, hein. Il y a le mot innovation devant. Ça plaît à la BPI, par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Du coup, voilà, on y travaille. Voilà, réfléchir simplement, trouver de quoi les gens ont besoin. Voilà, un produit qui existe depuis 100 ans, qui n'est pas accessible. Voilà, c'est le genre de choses qu'on essaie de mettre en place. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup à toi, David, au nom de l'auditoire. Je voulais faire une petite transition avec les questions donc, qui commencent à tomber. Donc, vous avez le lien. Se laisser peut-être quelques instants pour venir soit poser une dernière question ou voter. Je pense que quelqu'un a dû en supprimer une, notamment celle qui avait 3 votes par mégarde. Donc, mais je m'en souviens à peu près, donc c'est pas très grave. Et en tout cas, merci à nos intervenants. Merci David pour cette dernière intervention très, très contextuelle, on l'a vu. Peut-être, on va démarrer avec une première question. Donc je la fais de mémoire, hein, parce qu'elle était, donc elle a reçu 3 votes.
c'est comment innover également. Est-ce que peut-être vous avez des exemples d'innovation frugale dans le textile? Donc, je ne sais pas si c'est toi, David, ou toi, Anso, qui répondait. En tout cas, question donc, d'innovation frugale dans le textile, si vous voulez bien. Ben, moi, je verrais peut-être 2 exemples. Alors, le textile, c'est un domaine qui est assez large, mais alors déjà, pour répondre globalement et après plus précisément dans 2 exemples, je trouve que dans le domaine textile, c'est beaucoup appliqué sur les matières et sur les process, que ces matières et process soient sobres et locaux. Donc, par exemple, dans le domaine textile, Faustin en parlait un petit peu tout à l'heure, vraiment dans l'habillement, il y a parmi nous la Mylène, avec Milan avant JC, qui fait du placement en fait, optimal pour réduire les chutes textiles lors de la conception de vêtements. Donc, essayer d'utiliser un maximum la largeur du tissu pour essayer d'avoir le moins de déchets possible. Peut-être que ça peut être un premier exemple. Et un deuxième exemple qui est plutôt dans le détournement, dans le hacking. Un exemple qui a été réalisé, il se trouve chez Decathlon, c'est sur un coussin en fait, de yoga, où à l'intérieur, c'était de la bourre de coton vierge, bio. Et donc, on a détourné en fait on a utilisé en fait de la ouate de textile recyclé pour faire du rembourrage, parce que finalement cette ouate elle n'était pas visible et donc il n'y a peut-être pas besoin d'avoir la fibre blanche et bio. Et là on a fait mieux, parce que bien sûr on a réduit l'impact environnemental, mais là on a fait mieux, c'est que comme c'était de la bourre de coton, ce coussin pendant l'usage il se tassait, quoi, un peu comme un oreiller qui se tasse. Et le fait d'utiliser de la ouate, la ouate, c'est un process qui est aiguïté, donc il y a aussi une meilleure tenue. Donc voilà à quoi ça me fait penser dans le domaine textile, l'innovation frugale. Merci Anso. David, tu m'interromps si tu veux compléter. Sur le textile, je pense que Anso est plus à même. Okay. Très bien. Peut-être une deuxième question. Donc quel est le modèle économique d'Orthopus? Donc c'est pour toi, David, je pense, cette question. Pour moi, du coup, oui, je ne voulais pas présenter, parce que open source, ça fait souvent un peu peur. Le modèle économique, en fait, aujourd'hui, Orthopus, on fait du B2B, c'est-à-dire qu'on vend à des professionnels de la santé, à des distributeurs. Donc l'objectif, c'est de vendre les dispositifs, c'est-à-dire par exemple une prothèse de main esthétique, une prothèse de main mécanique, et les vendre et les distribuer pour atteindre les hôpitaux et les soignants, les professionnels de la santé. Donc aujourd'hui, les distributeurs qu'on identifie, c'est les ONG, c'est pour ça qu'on travaille avec Handicap International. Donc là, on fait des tests avec eux, mais l'idée, c'est de déployer dans le monde avec eux sur tout le terrain d'action. Et aussi, on veut faire un test avec un hôpital en Inde, un pays qui a besoin de matériel de qualité et pas cher. Et donc voilà, donc ça, c'est les 2 objectifs à court terme. Et donc vraiment un modèle B2B de vente de matériel. Merci. Question. Merci David. Une autre question peut-être, n'hésitez pas à voter aussi, je vous invite à voter. Quelles premières étapes pour se lancer dans l'innovation frugale? Peut-être pour ceux qui ont un peu moins l'habitude de cette... Je peux proposer une réponse et David, j'aimerais bien aussi que toi, tu puisses compléter en disant pourquoi toi, tu as fait ce choix-là. Okay. Mais dans les premières démarches, moi, ce que je vois, c'est vraiment de choisir un projet. Comme je vous l'ai dit, il faut s'entraîner. Donc, choisir un projet et essayer de se lancer sur l'innovation frugale avec ça. Pour ces premiers pas, il y a aussi déjà des formations, une formation qui existe là aussi via Cactus. Des séances de créativité aussi qui sont vraiment pour vivre et s'approprier en fait la frugalité. On a aussi un guide design parce que encore une fois aller à l'essentiel, faire frugal, ça paraît simple, mais c'est pas toujours évident. Donc tout ça pour se donner des idées.
mais aussi se dire pourquoi on a envie de le tester, qu'est-ce qu'on a envie de tester avec ça, voilà, pour que ça marche. Donc les premières choses, hein, je dirais, c'est déjà ce que j'ai dit un petit peu en conclusion, identifier ce qu'on a déjà pu tenter et qui ressemble à la frugalité. Ensuite, choisir un projet. Et pour lancer ce projet, commencer à s'approprier les 3 leviers, essentialiser, low-tech et le hacking. Donc les ressources qu'on pourrait avoir autour de nous, disponibles, quasi gratuites et abondantes. Ok. Moi, si j'essaie de répondre, en fait, je crois que je vais avoir du mal à répondre parce que en fait, l'innovation frugale, elle s'est imposée à moi avec Orthopus, puisque par rapport à la problématique en fait, qu'on avait d'accessibilité dans le monde, on s'est tout de suite dit qu'en fait, ça ne servait à rien de faire une course à la technologie, de rajouter des fonctionnalités et d'aller. Voilà, aujourd'hui, j'aurais pu faire des prothèses en impression 3D titane, génial et tout, c'est cool. Mais ça répond pas à ma problématique et en fait il fallait que j'aille à l'essentiel, donc des produits qui existent depuis longtemps. Il fallait que je les rende accessibles vite, mais je suis une petite boîte, comment je fais pour atteindre le monde? C'est compliqué, donc l'open source, voilà, l'idée elle est venue un peu là. Et la low tech, pareil, c'est comment, moi je le réfléchis aujourd'hui dans ma problématique, hein, c'est vraiment comment c'est l'outil industriel pour moi. Donc qu'est-ce qui existe aujourd'hui depuis des années. Donc ça veut dire que les machines sont pas chères, que les process sont maîtrisés, et comment je fais en sorte que mes produits rentrent dans ces process-là. Donc cette démarche, en fait, on l'avait. Un jour, on nous a dit, dis donc, vous faites de l'innovation frugale. Du coup, on a creusé un peu la piste, et voilà. Donc je pense que c'est plutôt un besoin. Moi, je vois ça comme ça. Voilà, le projet, est-ce que si votre problématique que vous essayez de résoudre aujourd'hui, elle se résout en ajoutant de la technologie ou par une application ou genre, je sais pas trop quoi, et posez-vous la question de voir est-ce que vous pouvez pas le faire plus simplement pour vraiment répondre vraiment aux besoins, quoi. Ouais, je sais pas si c'est ma vision. Merci pour vos réponses. On a une question qui est en fait en 3 questions, plutôt pour toi, Anso. Vous avez été au cœur de la stratégie de Decathlon vers l'innovation frugale. Donc c'est une question, est-ce que vous avez été au cœur de la stratégie? Quels ont été les points les plus influents pour une multinationale, pour qu'une multinationale s'engage dans cette stratégie d'innovation? Et est-ce possible de l'intégrer à des produits Decathlon existants? Ok. En fait, l'innovation frugale, moi, je l'ai découvert en 2016-2017 au travers de la réalisation d'un projet d'un sac à dos pour lequel on était dans une phase de reconception. Et le but, c'était pas de faire moins cher, mais là, pour le coup, c'était de maintenir un coût de main-d'œuvre. Et on a, en fait, quand on a fait ce sac, on a fait une démarche d'essentialisation. Honnêtement, c'est comme ça que je me suis dit, mais tiens, ce qu'on a fait, c'est quand même incroyable. Donc, j'ai écrit bonnes pratiques et puis après, j'ai essayé de le dupliquer sur d'autres projets. Et petit à petit, je suis arrivée aux 3 leviers que vous avez vus. Donc, comment ça s'est passé? C'est qu'en écrivant ces 3 leviers et en les dupliquant et en voyant que ça pouvait marcher et que ça marchait, j'en ai fait part un petit peu autour de moi et on m'a donné ma chance en me disant, maintenant, ça, on va essayer de le faire sur plus de produits, dans plus de domaines pour les produits Decathlon. Donc, j'ai envie de dire comment ça s'est fait un petit peu via l'entreprise libérée, quoi, en disant, voilà, moi, je propose un projet, ça s'appelle l'innovation frugale, voilà les grands principes, et puis, qu'est-ce qui a fait que ça a pu se faire? C'est un peu la preuve par l'exemple. Ok, on va tester, on va voir. Et puis après, moi, je fais ça depuis fin 2016. Je fais pas ça à 100% parce que je fais partie de l'équipe innovation globale, mais des projets comme ça, j'en ai fait quelques-uns, notamment avec quelques personnes qui sont là. Là, j'ai vu Diane se connecter. Et donc, il y en a déjà, en fait, des projets comme ça qui ont été faits comme ça. Si j'en cite un qui va sortir, c'est pas du tout une pub, je suis désolée, ça fait un peu de teasing, mais qui va sortir là après le confinement, c'est un produit de camping qui est un réchaud. Donc, c'est un produit pour faire cuire son repas. Il y a Camping Gaz. Camping Gaz n'est pas Decathlon, mais c'est pas grave. Mais nous, on a voulu faire un produit de cuisson
qui n'utilisent pas de gaz. Parce que le gaz, c'est dangereux. Les bonbonnes vides, qu'est-ce qu'on en fait après ? Et puis, malheureusement, des fois, elles finissent dans la nature. Bon, bref. Donc, du coup, on a fait un réchaud qui est basé sur une low-tech, donc un pyrolyseur double combustion. Voilà. Donc, il y a déjà quelques exemples chez Decathlon, même s'ils ne sont pas tagués, étiquetés innovation. Merci. Une autre question, peut-être à nouveau pour toi, Anne-Sophie. En quoi la tablette, donc ton deuxième exemple, est une innovation frugale? Fausto, si tu peux peut-être reprojeter, c'est je crois le slide numéro 13. Peut-être qu'on est passé un peu vite tout à l'heure aussi. Alors la tablette, c'est le cardiopad là. Alors en fait, il y a 3 questions à se poser pour savoir si c'est une innovation frugale. A posteriori, comme ça. Donc, moi, j'ai mis oui sur les 3 réponses. Maintenant, je vous laisserai juger. La première, c'est que est-ce que ce produit, ce système, cette réponse, est-ce qu'on fait mieux qu'avant? Donc là, on a amélioré le dépistage. Donc je pense que la réponse est oui. La deuxième question, c'est que est-ce que cette solution est dans le respect des hommes, des personnes et aussi de l'environnement? Donc là, en termes d'environnement, je ne sais pas l'impact d'une tablette, du plastique et des choses comme ça, mais j'imagine que par rapport au système existant, comme c'est juste des électrodes qui entrent en résonance, en tout cas, c'est dans le respect des personnes et c'est vraiment dans un but de santé. Donc, moi, j'ai répondu oui à cette question. Et la dernière question pour savoir si c'est une innovation frugale, c'est est-ce que ce système permet la résilience? Est-ce qu'elle permet l'autonomie? Donc, c'est aussi, est-ce qu'elle peut être un peu comme les makers en do it yourself ou est-ce qu'elle peut être, elle permet donc la résilience? Moi, j'ai décidé de répondre oui à cette question. Maintenant, c'est un peu libre à chacun. Mais voilà pourquoi, pour moi en tout cas, cet exemple est une innovation frugale. Merci Anso. Une autre question. Comment faire pour arriver à définir le réel besoin primordial du concept? Ouais, bah là j'ai vu une autre question aussi qui était un peu proche, le design to value. La première chose, c'est l'analyse fonctionnelle. Voilà, on fait une analyse fonctionnelle et puis c'est comme ça qu'on identifie le besoin, un des besoins essentiels, une des fonctions essentielles. Pareil, dans le guide design là, qu'on a fait, c'est un peu se dire, si on enlève ça, si on enlève cette fonction, si on enlève ça, bah, le produit ne marche plus, quoi. Ou alors il est inutile. Voilà. David, si tu veux compléter aussi, je pense que ça peut s'adresser à toi aussi cette question. Ouais, j'avoue que là, je ne sais pas trop. Très bien, bah, sinon j'enchaîne. Hein. Ouais. Désolé, les réponses d'Anso sont alors celle-là c'est pour Anso, je pense. Dans les exemples que tu as cités, il y avait 3 produits. Quels exemples de services frugaux dans le domaine de la santé? Peut-être pour David aussi. Alors, dans des exemples de services, en tout cas liés aux personnes dans le domaine de la santé, c'est en Allemagne en fait que ça a été. C'est un exemple que j'ai en tête qui vient de l'Allemagne mais qui a été dupliqué largement en Colombie. C'est pour la prévention du cancer du sein. Donc là, c'est pareil en Colombie, pour passer un scanner, une radio, enfin des examens, c'est un peu comme les cardiologues au Cameroun, c'est assez compliqué, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est assez compliqué. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont formé des femmes aveugles à la palpation, en guidant les femmes aveugles avec des bandelettes, un petit peu comme si c'était du braille, en fait, pour quadriller la zone du sein. Et ces femmes font des palpations qui ont une finesse qui permettent ça ne remplace pas un examen médical, mais en tout cas, c'est largement mieux que rien. Et ça a permis de détecter très très en amont des cancers du sein, des grosseurs de l'ordre de quelques millimètres qui seraient indétectables par des personnes non formées. Et aussi parce que les personnes aveugles, comme vous le savez, développent un sens du toucher incroyable. Donc, ça a permis, pour revenir aux 3 questions, est-ce que c'est une innovation frugale?
de faire mieux qu'avant. C'est dans le domaine de la santé, c'est respectueux des hommes. Et en plus, ces femmes aveugles, ça leur a permis de trouver du travail. Voilà. Ok, moi j'avais un autre exemple aussi en service. C'était en fait c'était du coup en Afrique, le problème c'était dans un village pour avoir accès à une pompe, pour avoir de l'eau potable. Il n'y a pas de banque, c'était compliqué de faire un crédit. Du coup, ça a été l'utilisation d'un microcrédit à base de quelques centimes par tous les villageois qui a permis d'acquérir une pompe. Du coup, voilà, c'était un exemple, je crois que c'est Navi Raju qui le cite, qui est intéressant en termes de service, de voir, voilà, ils ont tous des mobiles, mais il n'y a pas de banque. Du coup, voilà comment on fait un prêt bancaire quand la banque n'est pas là, mais qu'il y a Internet, quoi. Voilà, c'est un exemple. Merci pour le complément, David. Peut-être une dernière question, ou deux, peut-être, ça dépendra, on a encore 3 minutes. Pour vous, c'est quoi l'open source en lien avec la frugalité ? Ok, je le prends du coup. Pour moi, c'est de redonner c'est ma définition, hein, c'est de redonner le pouvoir sur la techno. À partir du moment où on va diffuser les plans, les gens vont pouvoir comprendre comment ça marche. Déjà, c'est pas mal quand on parle de sa propre main qui est remplacée. Je trouve que c'est intéressant de comprendre comment ça marche. Et c'est aussi la réparation. Donc c'est pouvoir, comme on a les pièces, on peut les réparer. Et donc c'est ça. Et si on a par exemple les pièces de connexion, donc qui seront par exemple un poignet où on peut changer d'outil, si on connaît le connecteur du poignet et qu'il est facile à réaliser, bien parce qu'il est en open source et qu'il y a les plans disponibles, et ben on peut s'adapter sa propre main. Hein, parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à faire des mains aussi dextres que la nôtre. On est obligé de prendre des outils pour une tâche spéciale, c'est-à-dire bêcher, porter un sac, dessiner. Et donc là, on va pouvoir faire sa propre main avec ça. Donc pour moi, c'est ça le lien avec l'open source et la frugalité. Vraiment, ça se mélange. C'est ma définition. Merci David. Une question, relocaliser ses productions, est-ce possible par l'esprit frugal ? Si tu peux répondre à cette question, Anne-Sophie. Il y a des projets qui sont bien sûr déjà en cours, notamment sur du textile. Après, comme vous le savez, il y a pas mal de savoir-faire qui sont plus en France. Donc le sourcing est pas évident. Mais en tout cas, on y travaille. Merci à tous les deux pour vos réponses et puis à vous tous pour les questions. Je vais reprendre peut-être la main pour cette dernière partie. Déjà, un grand merci à nos deux intervenants, donc David et Anne-Sophie. On va pas le faire, mais on les applaudit bien fort. Vous aurez la possibilité de dialoguer peut-être dans un climat un peu plus direct. On va faire trois chatrooms juste après. On a appelé ça les cafés virtuels. Donc, on va vous envoyer les liens juste après dans le chatbox. Peut-être le mot de la fin, Fausto, pour venir conclure un peu sur ce premier webinaire. Oui, merci Pierre, merci Anso, merci David. En fait, c'est super. Ce qui me plaît énormément, c'est qu'il y a les échanges autour des sujets. Aujourd'hui, on se posait la question si l'innofrugal, c'était un des clés pour la santé. Donc là, avec les exemples d'Anso et de David, on trouve que oui, il y a des solutions de comment faire mieux avec moi. Et ça, je pense que ça, c'est super. Et tout cela, c'est bien vrai pour la santé, mais il est vrai aussi sur des autres domaines. Et donc, si ça peut être bénéfique pour la planète, pour les hommes, tant mieux. Et donc, en plus, c'est bien en face avec ce que nous, on souhaite faire chez Cactus. Donc, je suis plutôt très content. Je vous remercie à vous tous pour votre participation et surtout à tous nos invités. Donc, voilà, je dirais, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks, c'est notre première. Donc, soyez clément avec nous et aidez-nous à progresser. Et puis, si vous souhaitez participer à notre communauté, nos webinaires, et si vous avez des besoins dans vos entreprises, faites-nous signe. Et puis, simplement, je vais vous inviter à rejoindre les trois rooms, les trois
café virtuel afin d'échanger davantage directement sur les intervenants si vous le souhaitez. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, au revoir à tous. Et puis, n'hésitez pas, donc dans le lien, vous avez bien les 3 cafés virtuels auxquels vous pouvez participer dès à présent. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci Pierre et Fausto. Merci à vous.